Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des commentaires sur la guerre des Gaules, ou plus simplement nommée la guerre des Gaules. Il s'agit d'un ouvrage composé de 7 livres, dans lequel Jules César raconte la guerre des Gaules et d'un 8e livre écrit par Aulus Hirtius. La Gaule comprend 3 parties, une est habitée par les Belges, une autre par les Aquitains et une dernière par les Gaulois qui se nomment Celtes. Selon César, les Belges sont les plus braves des 3 peuples pour les mêmes raisons que les Helvètes. Il délimine géographiquement la Gaule. César parle de l'Helvète Orgetorix, qui avait le désir d'être roi. Il est parvenu à persuader les Helvètes de sortir du pays avec leurs ressources, et de devenir les maîtres de la Gaule. Le pays est délimité par le Rhin, le Jura, le lac Léman et le Rhône. Les Helvètes considéraient leur pays comme trop petit. Les Helvètes ont préparé leur départ durant 3 ans. Orgetorix a formé une alliance avec le Sécan Casticos et l'Éduin Dumnorix. L'intrigue a été dénoncée. Orgetorix est venu au tribunal avec 10 000 hommes, ce qui lui a permis de ne pas plaider sa cause. Des hommes ont été levés contre lui, et Orgetorix s'est probablement suicidé. Les Helvètes mettent le feu à leur maison, pour supprimer tout espoir de retour. Ils persuadent d'autres peuples de se joindre à eux. Pour parvenir en Gaule, les Helvètes peuvent prendre 2 chemins. Le premier est difficilement praticable, et se situe entre le Jura et le Rhône, tandis que l'autre est plus praticable, mais nécessite de passer sur le territoire des Allobroges. Les Helvètes choisissent la seconde solution. Ils se réunissent sur les bords du Rhône, le 5 des calendes d'avril. César rejoint les Helvètes, avec l'idée de leur couper la route. Une réunion a lieu entre César et une ambassade helvète, qui tente de persuader César de les laisser passer. César ne le veut pas, mais il a besoin de temps pour monter une armée. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir jusqu'aux ides d'avril. César fait construire un mur qui va du lac Léman jusqu'au Jura. Une nouvelle réunion avec les Helvètes a lieu. César leur annonce qu'il ne veut pas les laisser passer. Les Helvètes tentent de trouver un passage, mais ils sont bloqués par le mur et leurs gardiens. Les Helvètes doivent passer par le territoire des Sécanes. Pour qu'on le leur permette, ils demandent de l'aide à Dumnorix, et ils obtiennent le droit de passer. L'ayant appris, César place Titus Labienus au commandement de la ligne fortifiée, et il se rend avec 5 légions en Gaule ultérieure. Les Helvètes ont ravagé les terres des Éduins, des Ambars et des Allobroges qui demandent de l'aide à César. Ce dernier décide d'attaquer les Helvètes avant leur arrivée à Saintonge. Une partie des Helvètes a traversé la Saône. César attaque ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ces hommes appartenaient au canton des Tigurins qui avait tué le consul Cassius, et fait passer son armée sous le joug. César fait jeter un pont, afin de faire passer son armée. Les Helvètes qui n'avaient pas ce moyen, ont perdu du temps à traverser la Saône. Se déroule une réunion durant laquelle Divico propose, soit la paix ou la guerre. César choisit de faire la paix. César envoie tout de même 4 000 hommes, pour rendre compte de la direction prise par les Helvètes. La cavalerie subit quelques pertes. L'armée de César se tient près de celle des Helvètes. Les Éduins doivent du blé à César, mais le blé n'arrive jamais, et les soldats romains doivent bientôt recevoir leur ration mensuelle. Lors d'une réunion, César fait des reproches aux 2 chefs éduins nommés Diviciacos et Lyskos. Lyskos répond à César que les Éduins ne livrent plus leur blé, car des personnes disent qu'il vaut mieux obéir aux Gaulois qu'aux Romains et que si les Romains gagnaient la guerre sur les Helvètes, les Romains prendraient la liberté des Éduins et des Gaulois. César parle seul à seul avec Lyskos. Ce dernier nous apprend que Dumnorix répand cette idéologie. Dumnorix s'est préparé pour provoquer un bouleversement politique. Il est lié aux Helvètes, mais déteste les Romains. Une victoire des Romains diminuerait ses chances de devenir roi. César apprend que si sa cavalerie a perdu face aux Helvètes, c'est car Dumnorix et ses cavaliers ont fui, ce qui a mis en panique le reste de la troupe. César découvre que Dumnorix agit sans son ordre. Il se réunit avec Lyskos et Diviciacos, qui est le frère du traître, mais qui est dévoué aux Romains. César le met au courant des actions de son frère qui sera jugé. Diviciacos demande à César d'être indulgent envers son frère. Si César traite son frère avec rigueur, les Gaulois deviendraient hostiles envers lui. César est prêt à renoncer à un jugement. Une autre réunion a lieu entre César, Dumnorix et Diviciacos. César dit qu'il sait tout, et fait surveiller Dumnorix. Les ennemis sont au pied d'une montagne. César envoie Titus Labienus sur la crête. Le jour d'après, César marche contre l'ennemi. Considius apprend à César que la montagne où se trouve Labienus est occupée par des Gaulois. César prépare une armée, et dit à Labienus de commencer le combat, que lorsque les troupes de César seront proches, afin d'attaquer le clan ennemi de 2 côtés. Finalement, César apprend que la montagne n'est occupée que par les siens. César suit encore les Helvètes. Afin de nourrir ses troupes, César se dirige vers Bibracte, laissant un temps les Helvètes.
C'est à ce moment-là que les Helvètes se mettent à suivre les Romains. L'ayant appris, César place ses soldats sur une colline, les sacs seront réunis au plus haut. César fait éloigner son cheval et les chevaux de ses officiers, pour empêcher toute fuite. Un combat se déroule, dont l'avantage va aux Romains grâce à la hauteur et le manque de solidité du clan adverse. Les Helvètes se réfugient vers une montagne. Les Romains sont attaqués par les Boiens et les Tulinges, puis de nouveau par les Helvètes. La bataille est longue. L'ennemi finit par se replier. Les Romains ne peuvent pas les suivre de suite, car ils sont occupés par les blessés et les morts. César fait en sorte que les Lingones n'apportent aucune aide aux Helvètes. Au bout de 3 jours, César commence à suivre les fuyards. Les Helvètes demandent la paix. Ils doivent donner à César les otages, les armes et les esclaves. 6000 hommes parviennent à s'enfuir. César donne ordre de ramener les fuyards. Les Helvètes, les Tulinges et les Latobis doivent retourner chez eux. Ils auront du blé des allobroges, et devront reconstruire les villes et des villages qu'ils ont saccagés. Une tablette dans le camp des Helvètes révèle que les Helvètes, les Tulinges, les Latobis, les Roraques et les Boiens étaient 368 000. Les soldats qui repartent chez eux, et qui ont été recensés par César, sont au nombre de 110 000. Des députés gaulois félicitent César de sa guerre contre les Helvètes qui avaient pour projet de leur faire la guerre. Les Gaulois veulent faire une assemblée générale de la Gaule, César donne son assentiment. Des chefs gaulois viennent parler à César. Il y a 2 factions en Gaule, les Éduins et les Arvernes. Les clans des Arvernes et des Sécanes ont été peu à peu envahis par les Germains. Les Éduins ont été battus, et ont fait le serment de donner des otages, et de ne pas demander d'aide à Rome. Diviciacos, qui n'a pas fait ce serment, a pu demander l'aide de Rome. Arioviste, qui est le roi des Germains, s'est emparé d'un tiers des terres des Sécanes, et veut un second tiers, pour loger les Arudes. Les Gaulois vont bientôt être chassés de leur pays et les Germains s'établiront en Gaule, car les terres sont meilleures. Arioviste agit comme un tyran. Diviciacos demande à César de protéger les Gaulois. Tous demandent de l'aide de César sauf les Sécanes qui regardent le sol. Diviciacos dit à César que les Sécanes n'osent pas se plaindre et demander de l'aide même lorsqu'Arioviste est absent. César décide d'intervenir, car il estime que c'est une honte pour la République, et pour lui-même qu'Arioviste détienne des otages éduins, et qu'après avoir envahi la Gaule, les Germains risquent de chercher à envahir l'Empire romain. César envoie une ambassade à Arioviste, afin de fixer une entrevue. Arioviste refuse. Si César veut le rencontrer, il n'a qu'à venir le voir. César envoie une seconde ambassade à Arioviste. Il lui demande de ne plus faire franchir le Rhin à des Germains, de rendre les otages, de cesser les violences contre les Éduins, et de ne pas faire la guerre aux Éduins, et à leurs alliés. Il ne laissera pas impunis les torts faits aux Éduins. Arioviste n'est pas d'accord avec cela. Selon lui, les vainqueurs peuvent imposer leur autorité aux vaincus, sans l'accord d'un tiers. Il ne veut pas faire ce que César lui recommande. En même temps que cette réponse, César apprend que les Arudes ont ravagé le territoire des Éduins, et que des clans de Suève s'apprêtent à passer le Rhin. César a conscience qu'il faut vite agir. Il marche contre Arioviste. César apprend qu'Arioviste se dirige vers Besançon. Il comprend l'importance de cette ville, et se dirige rapidement vers celle-ci. Des Romains apprennent des Gaulois que les Germains sont grands et bien entraînés, ce qui provoque une panique chez les Romains. Certains quittent l'armée, tandis que d'autres restent, mais ont peur. Certains craignent même que les soldats refusent de marcher. César réunit ses centurions. Il leur explique qu'il ne faut pas tant craindre les Germains, qu'un arrangement est encore possible, et il cite dans le passé de nombreuses batailles durant lesquelles les Germains ont été vaincus. Il démonte les arguments qui rendraient le combat difficile ou impossible. Il veut lever le camp dès cette nuit, car il veut savoir si ses hommes vont le suivre. Un enthousiasme a lieu parmi les troupes. César continue son chemin. Arioviste est non loin de lui. Arioviste demande une entrevue à César. Il veut qu'ils viennent tous les deux avec des cavaliers, et non avec des troupes à pied. César fait en sorte que ses soldats romains soient montés sur des chevaux gaulois. César et Arioviste se rencontrent. César rappelle que des distinctions ont été données à Arioviste grâce à la libéralité de César et du Sénat. Il lui répète ce qu'il lui a demandé précédemment, par le biais de l'ambassade. Arioviste dit que s'il a franchi le Rhin, c'est parce que les Gaulois le lui ont demandé. Il déclare que ce sont les Gaulois qui ont d'abord attaqué les Germains. Il y a eu un combat qu'il a gagné, et il souhaite le tribut auquel il a le droit en vertu des lois de la guerre. Si César reste sur ses terres, il le menace de guerre. S'il part, la paix sera maintenue entre les Romains et les Germains. César dit ne pas pouvoir abandonner ses alliés, et rappelle que les Romains ont vaincu les Arvernes et les Rutènes bien avant l'arrivée d'Arioviste. On apprend à César que la cavalerie de Arioviste s'en prend à la cavalerie de César. L'entrevue se termine plus tôt que prévu. César recommande à ses cavaliers de ne pas réagir. Arioviste demande un nouvel entretien à César. Au regard de ce qu'il s'est passé la dernière fois, César envoie Caius Valerius Procillus et Marcus Metius à sa place. Arioviste fait prisonnier les 2 hommes, car il les prend pour des espions. Arioviste s'approche du camp de César,
puis le dépasse dans le but de faire couper les vivres. Il y a quelques combats de cavalerie. César fait établir un camp à 600 pas de l'ennemi. Arioviste envoie une partie de ses troupes vers le camp de César. C'est le début des combats, avec de lourdes pertes dans les deux camps. On apprend que les oracles ont prédit que les Germains ne gagneraient pas s'ils combattaient avant la nouvelle lune. César place peu de légionnaires devant son camp, afin de faire croire aux Germains qu'ils sont inférieurs numériquement. Les Germains placent leurs troupes. Le combat entre les deux camps commence. L'ennemi s'enfuit. Certains traversent le Rhin, d'autres sont tués. Les deux femmes d'Arioviste décèdent. Une de ses filles décède, tandis que l'autre est faite prisonnière. César retrouve Caius Valerius Procillus et Marcus Metius, qui avaient été faits prisonniers. En un été, César a achevé deux grandes guerres. Les troupes prennent leur quartier d'hiver chez les Sécanes, tandis que César se rend en Gaule citérieure. César apprend que les Belges conspirent contre Rome, car ils ont peur que les Romains mènent leurs troupes contre eux, car les Gaulois ne souhaitent pas que les Romains s'implantent en Gaule, et car certains veulent changer de maître. César place un légat et 2 légions en Gaule ultérieure. Il s'informe auprès de Gaulois de ce qu'il se passe en Belgique. On est effectivement en train de monter une armée. César arrive à la frontière de la Belgique. La marche rapide de César impressionne les Rèmes qui se placent sous l'autorité de Rome. Ils disent que le reste des Belges ont pris part au mouvement des Germains. César apprend que la plupart des Belges sont en réalité d'origine germanique. On porte à sa connaissance le nombre d'hommes que comporte chaque peuple de Belgique. César se rend compte que l'on ne peut pas combattre une si grande armée en une seule fois. Il charge Diviciacos l'Éduin de se rendre sur le territoire des Bellovaques et de détruire leurs champs. Les Belges commencent à marcher contre César et César place ses troupes au nord de l'Aisne. Les Belges attaquent la ville de Bibrax. Le Rémixios demande de l'aide à César. César envoie des renforts à Ixios. Les Belges s'approchent du camp de César. César se rend compte que les Romains ne sont pas moins nombreux que les Belges. Il prépare le terrain. César déploie ses troupes et les Belges en font autant. Un marais se trouve entre les deux camps. Chaque armée attend que l'ennemi passe le marais, et il ne se passe rien. César ramène ses troupes au camp. Les Belges se placent derrière le camp de César, dans l'espoir d'enlever le poste commandé par le légat Quintus Titurius, et de couper le pont, ou d'empêcher le ravitaillement. César fait passer le pont à son armée et marche contre les Belges. Le combat commence, et les Belges ont de lourdes pertes. Les Belges décident de continuer le combat sur leurs terres, d'autant plus que Diviciacos et les Éduins sont en train d'approcher. César n'apprend que le lendemain qu'il s'agit d'une retraite, et non d'un piège. Il envoie des troupes aux trousses des fuyards. César se rend à Noviodunum, qui est la capitale des Suétions. Il commence les préparatifs d'un siège. Voyant la rapidité de l'exécution, les Suétions se rendent et César leur fait grâce. César marche vers Bratus Pantium, où se trouvent les Bellovaques. Rapidement, les habitants demandent la paix. Diviciacos nous apprend que les Bellovaques étaient amis et alliés aux Éduins. Car leurs chefs leur ont fait croire que les Éduins ont été réduits en esclavage par les Romains, les Bellovaques ont déclaré la guerre à Rome. Les Éduins demandent d'être cléments envers les Bellovaques. César décide d'épargner les Bellovaques. Il marche contre les Ambiens qui se soumettent rapidement à lui. Les Nerviens, eux, comptent tenir tête à César. D'un côté de la rivière Sambre se trouvent les Romains, et de l'autre côté, les Nerviens rejoints par les Atrébates et les Viromandus, et bientôt par les Atuatuques. Certains Gaulois et Belges disent aux Nerviens d'attaquer la première légion, dès son arrivée au camp. Les Nerviens ont pour habitude de construire des sortes de effets de jeunes arbres, de ronces, et de buissons épineux. César décrit la position des deux camps. Une grande partie du camp ennemi est cachée par la forêt. Lors du combat, la forêt avantage les Nerviens car les Romains n'osent pas les poursuivre hors du terrain découvert. Les Nerviens parviennent jusqu'au camp romain. César se retrouve avec trop de choses à faire à la fois. Les légats devront prendre même les décisions. César exhorte les soldats au combat sur une aile, puis sur l'autre. Les soldats sont pris de court. Chaque légion lutte séparément ce qui les affaiblit. Les fameux ais empêchent d'avoir une bonne vision des événements. Les légions romaines n'agissant pas ensemble, laissent découvert leur camp à gauche et au centre. Des Nerviens le remarquent, et marchent vers le camp. Le fait que les Nerviens soient dans le camp romain, en fait fuir certains. Le camp romain a de nombreuses pertes, et l'ennemi continue d'avancer. César parvient à redonner du courage à ses troupes, et donne des conseils. César soude 2 légions. 2 autres légions prennent part au combat. Titus Labienus qui est maintenant dans le camp ennemi remarque que les Romains sont dans une position fâcheuse, et il leur envoie la 10e légion. Même avec ce renfort, les Belges ne perdent pas leur courage. Les Nerviens sont en train de perdre. Les vieillards envoient des députés à César afin de faire part de leur soumission. César laisse aux Nerviens leurs terres et leurs villes, mais leur interdit de s'en prendre au peuple soumis à Rome. Les Atuatuques qui devaient prêter main forte aux Nerviens font demi-tour. Ils réunissent leurs biens dans un lieu entouré de hautes falaises, et dont l'entrée est protégée par un mur. Les Romains s'installent près d'eux.
Ils construisent au loin une tour dont les Atuatuques se moquent. Lorsqu'ils s'aperçoivent que la tour s'approche d'eux, les Atuatuques pensent que les Romains sont aidés par les dieux. Les Atuatuques déclarent à César livrer des biens et des personnes, mais ils souhaitent que César ne prenne pas leurs armes. César ne veut pas leur laisser leurs armes. Par contre, les Atuatuques peuvent conserver leur nation s'ils se livrent sans opposer de résistance. Les Atuatuques livrent leurs armes. César ordonne que les soldats sortent de la ville. Certains ont caché des armes et ont construit en vitesse des boucliers. Les ennemis se battent encore, même si c'est peine perdue. Le lendemain, les soldats entrent dans la ville. César fait tout vendre à l'encan. Les Vénètes, les Unelles, les Osismes, les Coriosolites, les Ésuvies, les Olerques, les Redons, ont été soumis à Rome. César a pacifié la Gaule, et sa renommée s'étend même à l'étranger. Il part pour l'Italie. César envoie Servius Galba chez les Nantuates, les Véragres et les Sédunes dans le but d'ouvrir la route des Alpes au commerce. Servius Galba y parvient et prend ses quartiers d'hiver à Octoduros. La moitié du bourg est pour les indigènes et l'autre pour Galba et ses cohortes. Galba apprend que le bourg a été déserté par les Gaulois et que des Sédunes et des Véragres se trouvent dans les environs. Les Gaulois veulent de nouveau faire la guerre. Ils pensent battre aisément cette légion. Ils n'ont pas apprécié que leurs enfants soient devenus des otages, et ils pensent que les Romains cherchent à avoir la main mise sur les routes et sur des régions. Galba recueille les avis d'un conseil. Certains pensent qu'il faut s'enfuir, tandis que d'autres disent qu'il faudra utiliser cette solution en dernier recours. Les ennemis commencent à attaquer le bourg, car les opposants sont nombreux, ils peuvent se reposer et être remplacés, ce qui n'est pas le cas des Romains. Publius Sextius Baculus et Caius Volusenus conseillent Galba de faire sortir ses troupes. C'est ce que Galba choisit de faire. Les Romains prennent le dessus sur l'ennemi et gagnent. Galba se rend avec sa légion chez les Nantuates, puis chez les Allobroges. Pensant la Gaule pacifiée, César part pour l'Illyricum, mais une guerre éclate en Gaule. Publius Crassus était dans les Andes. Puisque le blé allait manquer, il a envoyé Titus Therasidius chez les Ésuvies, Marcus Trebus Gallus chez les Coriosolites et Quintus Velanius, avec Titus Ius chez les Vénètes. Quintus Velanius avec Titus Ius sont retenus en otage par les Vénètes qui pensent ainsi récupérer des otages qu'ils ont été obligés de donner à Crassus. D'autres Gaulois font de même, et retiennent Trebius et Therasidius. Les Gaulois de la côte se soulèvent, afin de ne plus être sous le joug des Romains. César fait construire des navires sur la Loire, et se dote de matelots et de rameurs. Les Vénètes se préparent à la guerre. La nature du terrain, qu'ils connaissent, est pour eux un avantage. Ils pensent que les Romains vont manquer de blé, et ont conscience de leur supériorité dans le domaine maritime. Ils forment des alliances avec les peuples voisins. César pense qu'il faut agir, car il craint notamment que d'autres peuples se soulèvent en Gaule. César envoie Titus Labienus chez les Rèmes et les Belges, afin de barrer la route des Germains, que les Gaulois ont appelés, afin d'avoir du secours. César envoie Publius Crassus en Aquitaine, afin que les Aquitains ne viennent pas en aide aux Gaulois. Quintus Titurius Sabinus est envoyé chez les Unelles, les Coriosolites et les Lexovii. Decimus Brutus s'occupe des vaisseaux, tandis que César s'occupe de l'infanterie. Les marées hautes ou basses rendent le combat des Romains difficile. César décrit les bateaux de l'ennemi qui sont plus adaptés que les leurs à la nature de l'endroit. La flotte dirigée par Brutus arrive. Les bateaux sont inefficaces. Des faux emmanchés servent à couper les voiles des Gaulois, qui n'ont pas de rameurs. Les Romains peuvent attaquer plus facilement les bateaux ennemis. Certains Gaulois prennent la fuite, mais le manque de vent élimine tout échappatoire. La guerre des Vénètes est finie. Ayant tout misé sur leurs bateaux, les Vénètes ne peuvent plus opposer de résistance. Ils rendent corps et bien à César. Car les Vénètes n'ont pas respecté le droit des ambassadeurs, les sénateurs sont mis à mort, et le reste est vendu à l'encan. Quintus Titurius Sabinus se rend chez les Unelles. À la tête de ce peuple se trouve Viridovix, qui commande les cités révoltées. Sabinus s'installe dans un camp, Viridovix s'installe en face et avance peu à peu vers son ennemi. Sabinus refuse de livrer une bataille à un groupe si nombreux tant qu'il n'y a pas de général en chef. On pense qu'il a peur. Sabinus envoie un Gaulois chez l'ennemi, afin de faire courir le bruit que les Vénètes ont le dessus sur César, et que Sabinus partira la nuit suivante, pour apporter de l'aide à César. Les Gaulois décident de marcher sur le camp. Sabinus fait combattre ses troupes, et a rapidement le dessus. Les cités se soumettent à Rome. Publius Crassus arrive en Aquitaine. Sachant que dans cette région, un légat avait été tué, et qu'un proconsul avait dû prendre la fuite, il prend des dispositions. Quand il entre sur le territoire des Sotiates, un combat s'engage. La lutte est longue, mais les Romains finissent par avoir le dessus. Les Sotiates envoient des députés, afin de demander à Crassus d'accepter leur soumission. Crassus accepte. Adiatuanos vient avec 600 soldats, qui doivent mourir s'ils venaient à mourir. Après un combat, Adiatuanos est refoulé. Crassus part pour le pays des Vocates et des Tarusates. L'ennemi gonfle ses rangs grâce à des peuples espagnols.
Crassus décide de livrer bataille dès le lendemain, car l'ennemi est plus nombreux, et qu'il risque de couper les routes. Les ennemis sont sûrs d'avoir le dessus sur les Romains. Crassus marche sur le camp ennemi. Des cavaliers disent à Crassus que le camp est moins fortifié à un endroit. Crassus envoie certains hommes occuper l'ennemi, tandis que lui et des cohortes entrent dans le camp par l'endroit vulnérable. Une partie des troupes se trouve à l'intérieur du camp et une autre partie à l'extérieur. L'ennemi a peu d'espoir de fuite. Plusieurs peuples aquitains se soumettent à Crassus et lui envoient des otages. Les Morins et les Ménapes sont les seuls à être encore en armes. César décide de s'y rendre. Ces deux peuples ont transporté leurs biens dans les forêts et les marécages. Dans une forêt, ils attaquent les Romains, mais ils sont refoulés. César perd quelques hommes. Pour que ses soldats ne soient pas attaqués sans armes, il coupe les arbres et les dispose en remparts. Le travail est arrêté à cause du mauvais temps. Après avoir détruit la campagne, les bourgs et les fermes, César fait prendre ses quartiers d'hiver à son armée chez les Aulerques et les Lexovii. Les Usipètes et les Tenctères passent le Rhin, car les Suèves leur font la guerre. Les Suèves constituent le peuple le plus belliqueux et le plus fort de la Germanie. Les hommes de ce peuple alternent entre le fait de partir à la guerre et de rester au pays. Les Suèves n'importent pas les chevaux des Gaulois. Ils ont des chevaux petits, mais bien dressés. Ils n'importent pas non plus de vin, qui diminue l'endurance et le courage des hommes. D'un côté du territoire des Suèves, il y a un désert, car beaucoup de cités ont perdu face aux Suèves. De l'autre côté, il y a les Ubiens que les Suèves n'ont pas réussi à chasser mais qu'ils assujettissent. Chassés par les Suèves, les Usipètes et les Tenctères sont arrivés sur les bords du Rhin gardés par les Ménapes. Les Usipètes et les Tenctères ont réussi à traverser le Rhin et à s'installer de l'autre côté. César dit qu'il ne peut pas se fier aux Gaulois. En effet, ceux-ci interrogent les voyageurs et croient tout ce qu'on leur raconte du moment que ce soit conforme à leurs désirs. Les Germains ont été invités à ne pas se cantonner au Rhin. Ils sont maintenant sur le territoire des Éburons et des Condruzes. César veut faire la guerre. Il se prépare à la guerre. Des députés germains proposent à César, soit de les laisser en paix, soit de faire la guerre. César ne veut pas que les Germains s'établissent en Gaule, et il leur dit de s'établir sur le territoire des Ubiens. Les ambassadeurs germains demandent un temps de réflexion, mais César a peur que ce temps serve à faire venir leur cavalerie. César décrit le fleuve nommé la Meuse. Quelques jours plus tard, les députés rencontrent de nouveau César. Ils demandent encore 3 jours pour négocier avec les Ubiens à propos de leur arrivée. César pense que c'est pour donner du temps à leur cavalerie. César fixe un rendez-vous pour le lendemain. Les Germains remarquent que leur cavalerie est de moindre importance que celle des Romains. Ils attaquent. Des cavaliers romains sont tués. César pense qu'il faut faire la guerre sans attendre. Le lendemain, les chefs et les anciens Germains viennent voir César. Ce dernier les garde dans le camp, tandis qu'il envoie les troupes au combat. César et ses troupes parviennent au camp adverse et luttent contre des adversaires qui n'ont pas été préparés. Certains Germains fuient, se jettent dans la Meuse et périssent. Les troupes romaines reviennent à leur camp. César accorde la liberté aux chefs et aux anciens, qu'il avait retenus dans son camp. César traverse le Rhin, afin de démontrer aux Germains qu'ils peuvent craindre les Romains, et car des cavaliers Usipètes et Tenctères ont fait alliance, avec les Sugambres qui n'ont pas voulu donner d'hommes à César. Les Ubiens demandent du secours à César, car les Suèves menacent leur existence. Pour passer le Rhin, César décide de bâtir un pont dont il détaille la construction. César passe le pont et se dirige vers les Sugambres, mais ces individus ont fui leur pays dès le début de la construction du pont et se sont cachés dans des forêts. César ravage le territoire des Sugambres, puis se rend chez les Ubiens. Les Ubiens informent que les Suèves ont caché tout ce qu'ils avaient dans les forêts et que les hommes se sont réunis en un point en attendant l'arrivée des Romains. Estimant avoir fait peur aux Germains, César retourne en Gaule. Il décide de se rendre en Bretagne, car lors des guerres, les Gaulois ont le secours des Bretons. Il veut également en apprendre plus sur la Bretagne. Ce que le texte appelle Bretagne correspond à une partie de la Grande-Bretagne. César envoie Caius Volusius Quadratus faire une reconnaissance générale avec un navire de guerre. César va se rendre en Bretagne avec ses troupes. Au pays des Morins, il se constitue une flotte. Le projet s'ébruite, et des députés bretons viennent offrir à César des otages et se soumettent à Rome. César les renvoie accompagnés de Commios, qui a pour mission d'étudier ces peuples. Volusius rapporte à César ce qu'il a vu. César reçoit des députés bretons, et il leur demande un nombre élevé d'otages, que les Bretons transmettent. César répartit ses hommes en leur donnant différentes missions. Il parvient en Bretagne. Il se rend compte que des troupes armées l'attendent. Il parvient à ranger ses vaisseaux sur une plage. Les Bretons ne veulent pas laisser les Romains débarquer. Les Romains sont dans une fâcheuse situation, car ils doivent se battre dans la mer, et non sur terre. César fait placer un peu plus loin les vaisseaux longs sur le flanc de l'ennemi. Les soldats sautent dans l'eau, et rejoignent les Bretons. Bien que le combat soit difficile pour les Romains, ils parviennent tout de même à faire fuir l'ennemi. Par contre, ils ne sont pas en capacité de le poursuivre.
Les Bretons envoient une ambassade auprès de César pour lui demander la paix, et ils disent qu'ils ont fait la guerre par ignorance. Les Bretons délivrent Commios la Trébate qu'ils avaient capturée. César pardonne l'ignorance des Bretons et demande des otages. Les navires contenant la cavalerie doivent faire face à une tempête qui éloigne durant un temps certains navires de leur chemin. Car c'est la pleine lune, et que les marées sont plus hautes, les vaisseaux longs se remplissent d'eau. Des bateaux ont été détruits par la tempête. Les Romains ne peuvent pas repartir. Certains parlent d'hiverner en Gaule. Les chefs bretons réfléchissent à tirer avantage de cela en se révoltant. Ils pensent que grâce à cette capture personne n'osera plus leur faire la guerre. César se doute de ce que veulent faire les Bretons. Il fait réparer les bateaux, et n'en perd que 12. Tandis qu'une légion part chercher du blé, elle se fait attaquer par les Bretons. César vient aider sa légion. César décrit la façon dont les Bretons combattent en char. L'arrivée de César fait interrompre le combat. Le fait que les Romains soient si peu nombreux, les rend faciles à combattre, et l'indépendance facile à gagner. La situation amène des ennemis vers leur camp. César range ses légions devant le camp. Le combat commence, et les ennemis ont le dessous. Des députés viennent demander la paix à César qui accepte, mais demande le double d'otages. César repart en bateau avec ses troupes. Lorsque les soldats débarquent chez les Morains, ce peuple n'est plus pacifié. Se déroule un combat dans lequel les Romains ressortent encore vainqueurs. César envoie Titus Labienus chez les Morains pour se venger. Quintus Titurius et Lucius Cotta n'ont rien pu faire contre les Ménapes, car ils se sont cachés dans les forêts. César fait hiverner ses légions chez les Belges. Seules 2 cités bretonnes lui ont envoyé des otages. Durant l'hiver, César a fait construire et réparer des vaisseaux, et il se procure des armes. Il part pour l'Illyricum, car les Pyrrhustes désolent une partie de la province. Dès la levée des troupes, les Pyrrhustes se soumettent. César part pour l'armée. Les bateaux sont bientôt prêts. Des troupes devront se réunir à Portucitus, qui se situe non loin de la Bretagne. César se rend chez les Trévires, car ils ne viennent plus aux assemblées, ne reconnaissent pas son autorité, et essaient d'attirer les Germains. Indutiomaros et Saint-Gétorix se disputent le pouvoir. Saint-Gétorix accueille César en toute amitié, tandis qu'Indutiomaros lève une armée contre lui. Voyant qu'un grand nombre de Trévires se rendent auprès de César, Indutiomaros dit qu'il n'a pas voulu quitter son peuple, afin de maintenir la cité dans le devoir. César demande à Indutiomaros des otages. Il fait rallier des chefs Trévires à Saint-Gétorix. César rejoint ses légions à Portucitus. Plusieurs de ses bateaux n'ont pas réussi à tenir la route. Craignant un soulèvement en Gaule, César emmène la cavalerie de toute la Gaule, et les chefs de toutes les nations. César amène avec lui Dumnorix, bien que Dumnorix aurait préféré rester en Gaule. Dumnorix dit que César veut le faire roi des Gaulois. Il dit aux autres chefs gaulois qu'on les transporte en Bretagne pour les massacrer. César a été mis au courant. Il garde dans le devoir Dumnorix. Un jour Dumnorix s'enfuit. César le fait rattraper. Dumnorix se débat et est tué. César lève l'ancre et arrive en Bretagne. César marche vers l'ennemi qui ne tarde pas à se cacher dans la forêt. Les soldats romains parviennent à les chasser. Le lendemain, César fait poursuivre les fuyards. Quintus Atrius dit à César qu'à cause d'une tempête, des bateaux ont souffert. 40 navires sont perdus. César fait réparer des navires et écrit à Labienus pour qu'il lui construise d'autres bateaux. Durant ce temps, les forces bretonnes se sont assemblées et sont placées sous les ordres de Cassivélonos. César décrit la vie sur l'île. Il décrit géographiquement la Bretagne. Puis, il nous parle des mœurs des Bretons. Lors des combats, l'armée romaine a le dessus, mais subit des pertes. César se rend compte des déficiences de son armée, qui n'est pas adaptée pour combattre les Bretons. Quand la cavalerie et des légions sont envoyées au fourrage, les Bretons se réunissent et attaquent les Romains. Ces derniers parviennent à mettre les Bretons en déroute. César pénètre dans le pays de Cassivélonos. Ce dernier cache les hommes et les bêtes dans les forêts avant l'arrivée des Romains. Il fait en sorte que ces essais attaquent la cavalerie quand elle s'est un peu trop éloignée du reste du groupe. Les Trinovantes demandent à César de protéger Mandubracius contre les violences de Cassivélonos, qui a déjà tué son père le roi. César demande des otages et du blé. Les Célimagnes, les Ségontiaques, les Ancalites, les Bibroques et les Casses se soumettent à César. Ce dernier apprend que la place forte de Cassivélonos se cache dans une forêt. Les Romains attaquent cet endroit qui cède rapidement. Cassivélonos envoie des messagers dans le Cantium, avec l'ordre d'attaquer les vaisseaux. Les Romains ont encore une fois de plus le dessus. Cassivélonos, par l'intermédiaire de Commios, se soumet à César. Les Bretons devront payer chaque année un tribut aux Romains. César repart sur ses navires. Il assiste à l'assemblée des Gaulois à Samarobriva. Il y a peu de récoltes à cause des sécheresses. Il répartit ses légions entre différents peuples pour l'hivernage. Chez les Carnutes, le roi Tasgétios a été assassiné. César place Lucius Plancus, avec sa légion chez les Carnutes pour l'hivernage et pour enquêter. Durant l'hivernage, une révolte a lieu dans un camp. Les Romains parviennent à avoir l'avantage.
Les ennemis demandent une entrevue. Caius Arpineus et Quintus Junius sont envoyés pour le rencontrer. Ambiorix dit qu'il a été contraint par son peuple d'attaquer le camp. Chaque quartier d'hiver de César doit être attaqué le même jour. Le but est de retrouver la liberté perdue. Une troupe de Germains devrait être présente dans 2 jours. Ambiorix donne libre passage aux Romains sur ces terres. Beaucoup sont d'avis de rester dans les quartiers d'hiver et de repousser l'ennemi quand il viendra. Titurius se rend compte que ces attaques peuvent être dangereuses pour les Romains et il préconise de rejoindre la plus proche légion. Les 2 avis s'opposent. La décision finale est que les Romains vont rejoindre les quartiers voisins. Ils s'en vont au petit jour. Les Romains sont pris en embuscade par l'ennemi qui se place à l'avant et à l'arrière des troupes. Les Romains ne sont pas du tout préparés à cette attaque et se dissipent. Les Gaulois sont au contraire très bien préparés. Il y a des pertes importantes du côté des Romains. Quintus Titurius envoie un messager auprès d'Ambiorix pour demander l'avis sauve à lui et à ses soldats. Cotta, lui, ne veut pas se rendre. Les 2 clans se désarment, mais les Gaulois recommencent rapidement à se battre. Cotta et des soldats romains se font tuer. Peu de Romains s'en sortent vivants. Ambiorix parvient à soulever les Atuatuques et les Nerviens. Des troupes gauloises se réunissent et attaquent le camp de Cicéron. Cicéron envoie des courriers à César, mais ils sont interceptés. Dans le camp romain, on se prépare nuit et jour à la défense. Des Nerviens font à Cicéron les mêmes déclarations qu'Ambiorix avait faites à Titurius. Les Nerviens laissent Cicéron libre de faire une retraite, mais Cicéron ne le veut pas. Les Nerviens entourent le camp. Ils construisent une ligne fortifiée, des tours, des faux et des tortues. Les Nerviens parviennent à brûler les maisons du camp. Ils décident de passer les remparts, mais les Romains sont toujours sur les remparts et repoussent l'ennemi. 2 centurions nommés Titus Pulo et Lucius Vorenus sont en rivalité au sujet de l'avancement. Lors de l'attaque, ils combattent vaillamment et se sauvent l'un l'autre, si bien que l'on ne peut se décider à qui donner le prix de la bravoure. Vertico parvient à faire passer un messager à César, afin de l'avertir de la situation. César ordonne à Marcus Crassus, à Caius Fabius et à Titus Labienus de partir de leur camp avec leur légion et de rejoindre le camp de Cicéron. Seuls Crassus et Fabius se rendent au camp attaqué. Labienus ne le peut pas, car il craint un assaut des ennemis quand il sera parti. César arrive sur les lieux. Il parvient à faire passer un message à Cicéron, qui ne sera lu que 2 jours plus tard. Prévenus de l'arrivée de César, les Gaulois quittent le camp et se dirigent vers César. Cicéron informe César de cela. César fait construire un petit camp, afin de faire croire aux Gaulois qu'ils sont moins nombreux qu'ils ne le sont réellement. Un combat s'engage entre les cavaliers. César dit à ses cavaliers de se retrancher, afin de faire croire à l'ennemi qu'ils ont peur. Les Romains font en sorte que les Gaulois aient du mépris envers eux. César fait sortir soudainement ses troupes du camp et a le dessus sur les Gaulois. César va dans le camp de Cicéron et se rend compte des dégâts occasionnés par les Gaulois. Labienus apprend la victoire de César. Les Trévires et Indutiomaros, qui avaient prévu d'attaquer le camp de Labienus, se retirent. César hiverne autour de Samarobriva avec 3 légions. En Gaule, plusieurs peuples projettent de se soulever. César parvient à maintenir une partie de la Gaule. Les Sénons veulent mettre à mort Cavarinos et l'ont détrôné. La plupart des peuples changent de disposition vis-à-vis de Rome. Les Trévires, dont Indutiomaros essaie de faire des Germains leurs alliés, mais les Germains ont encore en tête leur défaite face aux Romains. Indutiomaros rassemble des troupes. Plusieurs peuples veulent se révolter. Indutiomaros convoque l'assemblée armée. Il destitue Saint-Gétorix, il va se rendre auprès des peuples qui veulent se rebeller, et il attaquera le camp de Labienus. Labienus est mis au courant de la prochaine attaque et se prépare. Les cavaliers d'Indutiomaros provoquent le camp de Labienus, mais ce camp ne réagit pas. Las d'attendre, les cavaliers d'Indutiomaros décident de s'en aller. Les cavaliers de Labienus les attaquent alors. Labienus lance toute sa cavalerie contre Indutiomaros qui est tué. César craint un soulèvement de grande importance en Gaule et fait lever des troupes. Les Trévires ne parviennent toujours pas à convaincre les Germains de les aider. Ils se lient avec des peuples plus lointains. César pense qu'il ne faut pas tarder d'entrer en guerre. César marche contre les Nerviens dont il obtient rapidement la soumission. Les légions prennent leur quartier d'hiver. César convoque l'assemblée de la Gaule à laquelle ne viennent pas les Sénons, les Carnutes et les Trévires. César marche contre les Sénons. Les Sénons n'ont pas le temps de se préparer à une guerre. Ils envoient des députés à César qui leur pardonnent, mais demandent des otages. Les Carnutes envoient également des députés et des otages et César leur pardonne également. César va faire la guerre aux Trévires et à Ambiorix. Il emmène Cavarinos avec lui. Il apprend qu'Ambiorix a des liens avec les Ménapes et les Germains. Il envoie une partie de l'armée chez les Trévires, tandis que lui et 5 légions vont se rendre chez les Ménapes. César cause des dégâts chez les Ménapes qui sont contraints de demander la paix. Les Ménapes ont pour interdiction d'accueillir sur leur territoire Ambiorix. César les surplace, comme Ios la Trébatte. César marche contre les Trévires.
Les Trévires avaient pour projet d'attaquer le camp de Labienus, mais César y a envoyé 2 légions. Les Trévires décident d'attendre l'arrivée des Germains. Labienus est au courant de ce projet. Il décide de faire croire aux Trévires qu'il a peur et qu'il prend la fuite. Les Trévires décident d'attaquer de suite. Labienus les attire sur un terrain défavorable. Les Romains attaquent les Trévires qui sont mis en déroute. Les Trévires se soumettent, et les Germains retournent dans leur pays. César veut passer le Rhin, car les Germains ont voulu apporter de l'aide aux Trévires, et pour qu'Ambiorix n'y trouve pas un refuge. Il fait construire pour la seconde fois un pont sur le Rhin. César découvre que ce sont les Suèves qui ont envoyé des renforts aux Trévires. César apprend que les Suèves sont en train de monter des troupes. Il fait construire un camp, et se prépare pour la bataille. Il apprend que les Suèves se sont retirés dans une forêt. César parle de la Gaule qui est divisée en plusieurs parties rivales. Le chef de faction doit protéger tout homme du peuple contre celui qui est plus puissant que lui. La Gaule est divisée en 2 grands parties, celle des Éduins et celle des Sécanes. Les Éduins ont été les plus forts et ont eu plus d'influence. Puis, l'avantage a été du côté des Sécanes qui ont eu la suprématie sur la Gaule. L'arrivée de César a avantagé les Éduins. Les Sécanes ont ensuite fait partie de la clientèle des Rèmes. En Gaule, seules 2 classes sont considérées. Il s'agit de celle des druides et de celle des chevaliers. Les druides s'occupent des affaires religieuses et de justice. Tous les ans, les druides se réunissent dans le pays des Carnutes. Les druides ne vont pas à la guerre et ne paient pas d'impôts. Ils instruisent, mais leur enseignement ne se transmet pas par l'écriture. Les chevaliers assistent aux guerres. Les Gaulois sont très religieux et pratiquent des sacrifices humains. Les peuples de Gaule ont plusieurs dieux dont Mercure, Apollon, Mars, Jupiter et Minerve qui ont tous des fonctions différentes. Les Gaulois commencent la journée avec la nuit, les enfants ne peuvent pas prendre place dans un lieu public. César traite du mariage et de la mort chez les Gaulois. En Gaule, quiconque détient une nouvelle doit d'abord la soumettre à un magistrat. Les Germains font peu de sacrifices, et leurs dieux correspondent à ceux qu'ils voient tels que le soleil, Vulcain ou la lune. Ils partagent leur vie entre la chasse et les exercices militaires. Les Germains s'occupent peu d'agriculture, et les terres changent de propriétaire chaque année. Ils sont fiers d'avoir des terres désertiques à côté d'eux, après en avoir chassé des peuples. Les magistrats dirigent en temps de guerre, en temps de paix, ce sont les chefs de région qui dirigent. Autrefois les Gaulois avaient plus de bravoure que les Germains. Les Germains sont restés pauvres, et n'ont rien changé à leur mode de vie. Les Gaulois ont connu un enrichissement, notamment grâce aux Romains, ils sont devenus plus faibles, et ne valent plus militairement les Germains. La forêt hercynienne a une étendue inconnue, que l'on mesure en jours de marche. Dans cette forêt, on trouverait un bœuf ressemblant au cerf, avec une corne sur son front. Il y aurait aussi des élans qui dorment debout et des urus. César décide de ne pas s'aventurer dans la forêt. Il fait couper le pont menant à la rive Ubienne, et fait construire une tour à l'extrémité du pont. César revient en Gaule, afin de combattre Ambiorix dans la forêt des Ardennes. Il envoie en éclaireur Lucius Minucius Basilus. Basilus parvient à trouver Ambiorix, qui parvient à s'enfuir grâce à ses compagnons et grâce à la forêt. Ambiorix prévient dans les campagnes qu'il faut se mettre en sûreté. Les personnes se cachent dans différents endroits. Les Cygnes et les Condrus viennent signifier à César qu'ils sont de son côté. César assemble ses légions à Atuatuca. Il envoie Titus Labienus dans une contrée proche des Ménapes et Caius Trebonius vers une contrée proche des Atuatuques. César se dirige vers l'Escaut à la recherche d'Ambiorix, et dit qu'il sera de retour dans 7 jours. La population des Éburons est disséminée alors que les Romains combattent en groupe, ce qui pose problème. César fait courir le bruit d'un butin à prendre, pour que les peuples voisins pillent cette région. La nouvelle du butin des Éburons à prendre, fait venir les Germains. Ils pillent la région. Les Germains apprennent qu'à Atuatuca est entassé des richesses des Romains qui sont peu gardées. Cicéron a retenu ses soldats durant 7 jours. N'ayant plus de nouvelles de César, il envoie des cohortes chercher du blé. Au même moment, les Germains arrivent au camp. Publius Sextus Baculus est le premier Romain à se placer devant la porte pour défendre le camp. Les moissonneurs se rendent compte que leur camp est attaqué, mais sans ordre, ils ne savent pas comment procéder. Ils se font attaquer par les Germains. Certains parviennent au camp. Ne recevant pas d'ordre unique, beaucoup de Romains se font massacrer. Les Germains se retirent en emportant le butin. Les Romains restants sont en panique. César vient au camp et remarque que les légions n'auraient jamais dû s'aventurer à l'extérieur. César continue sa campagne de dévastation, de telle manière qu'une fois l'armée partie, les Éburons cachés soient soumis à la disette. César est toujours à la recherche d'Ambiorix, que des témoins disent avoir vu, mais qui parvient toujours à lui échapper. César amène ses légions à Durocortorum. Il juge les Sénons et les Carnutes. Acco est supplicié. César place ses légions en quartiers divers chez les Trévires, les Lingons et à Agédincum, et il part pour l'Italie. Les Gaulois, pensant que César est retenu en Italie à cause de troubles à Rome, commencent à préparer une guerre.
Ils ont pour projet de couper César de son armée. Des serments sont faits entre Gaulois, afin de ne pas s'abandonner une fois que la guerre sera commencée. Les Carnutes prennent d'assaut le camp romain de Cénabum. La nouvelle de la victoire s'étend dans la Gaule. Vercingétorix veut faire de même, mais il est chassé de sa ville nommée Gergovie. Il parvient à monter une troupe à la campagne. Il revient à Gergovie, et a convaincu plusieurs peuples de lui être fidèles. Il prépare la guerre. Les soldats gaulois sont répartis entre les peuples. César se demande s'il doit rejoindre son armée, ou si c'est à son armée de le rejoindre. Le cadure Cluctérios veut envahir la province. César place des troupes à la limite du territoire ennemi. César parvient chez les Arvernes en passant par les Cévennes enneigées. Après que les Arvernes lui aient demandé de les aider, Vercingétorix se rend chez les Arvernes. César laisse Brutus sur place. Il se rend à Vienne, pour renouveler la cavalerie, puis se rend chez les Éduins. Vercingétorix l'apprend et veut assiéger Gorgobina, qui est la ville des Boïens. César a le choix entre laisser l'armée dans ses quartiers d'hiver, et faire entrer la Gaule en dissidence, ou bien faire la guerre, malgré les problèmes posés par le ravitaillement, et par les transports. Il part chez les Boïens. César fait un siège à Vélonodunum. La ville se rend au bout de 3 jours et César y laisse son légat Caius Trebonius. César prend par surprise la ville de Cénabum, qu'il pille et brûle, puis se rend chez les Bituriges. Tandis que les Romains sont en train de prendre la ville de Noviodunum, l'armée de Vercingétorix s'approche d'eux. César fait sortir son armée du camp. Elle a le dessous, jusqu'à ce que César y ajoute des soldats germains. Les Gaulois sont en déroute. César part pour Avaricum. Pour Vercingétorix, il faut empêcher les Romains de se ravitailler. Pour cela, il faut brûler les fermes et les villages où les Romains iront, ainsi que les villes que l'on ne peut pas mettre à l'abri. Le plan de Vercingétorix est mis en action. Les Bituriges refusent de brûler Avaricum et Vercingétorix leur cède. Vercingétorix installe son camp non loin d'Avaricum. Si des Romains s'aventurent trop loin, les Gaulois les attaquent. César installe un camp devant Avaricum. Car les Romains sont très mal ravitaillés, ils connaissent une période de disette. Les soldats romains ne se plaignent pas, et veulent continuer le siège. César apprend que Vercingétorix n'est pas loin, et va tendre un piège à ses ennemis. César parvient au camp ennemi, qui prévenu a eu le temps de cacher chariots et bagages. César prévoit de les attaquer. Les Gaulois sont sur une colline entourée de marais. César refuse de combattre, car il a une position trop désavantageuse. Des Gaulois reprochent à Vercingétorix de n'avoir pas attaqué les Romains. Vercingétorix leur explique qu'il n'aurait pas valu, et qu'il a pu affaiblir l'armée ennemie sans verser une goutte de sang. Des Gaulois acclament Vercingétorix. Des hommes supplémentaires lui sont envoyés. César parle de l'ingéniosité des Gaulois pour contrecarrer leurs attaques. Il nous décrit également comment les Gaulois construisent des murs. Les Romains sont en train de construire une terrasse. Les Gaulois ont mis le feu en dessous grâce à une mine. Les ennemis sortent de leur cachette et le feu est activé. Le combat est difficile pour les Romains, qui parviennent tout de même à repousser l'ennemi. Vercingétorix et les Gaulois doivent abandonner la ville de nuit. Cependant des femmes criant de ne pas les laisser tomber, font échouer leur projet. César réunit en secret ses légions, et leur dit d'envahir les remparts. Les Romains massacrent une grande partie de la population de la ville. Ceux qui ont pu fuir se dirigent vers Vercingétorix. Vercingétorix remonte le moral de ses troupes suite à cette défaite. Les Gaulois apprécient le discours de Vercingétorix. Vercingétorix forme des alliances avec d'autres peuples, et reforme son armée. César trouve des vivres dans Avaricum. Les Éduins viennent voir César, car au lieu d'avoir un magistrat suprême, ils en ont 2 nommés Convictolitavis et Cotos, ceux qui divisent le peuple. César se rend à Decize pour régler le problème, et il fait en sorte que Convictolitavis soit le magistrat suprême. César demande des soldats aux Éduins. Labienus est envoyé chez les Sénons et les Parisiens. César se dirige vers Gergovie en suivant l'allié, Vercingétorix le suit, et fait couper les ponts. Vercingétorix est sur une rive, tandis que César est sur l'autre. César veut construire un pont. Il fait avancer la plupart des troupes, tandis que lui et 2 légions restent en arrière, et construisent un pont. César parvient à franchir la rivière. Vercingétorix apprend la nouvelle. César veut prendre de force Gergovie. Vercingétorix s'installe tout près. César prend une colline, et y place 2 légions sur une colline, ce qui permettra d'empêcher l'ennemi d'avoir accès à l'eau et de fourrager. Il fait relier les 2 camps grâce à un fossé. Convictolitavis change de camp, pour rejoindre celui des Arvernes. Litavicos reçoit le commandement de 10 000 hommes qu'il doit conduire à César. Litavicos fait comprendre aux soldats qu'il est important de se venger des massacres des soldats romains. Éporédorix prévient César du projet de Litavicos. César se rend chez les Éduins, et laisse sur place Caius Fabius avec 2 légions. Il n'y a pas de combat, les Éduins demandent grâce. Litavicos se réfugie à Gergovie. César retourne à Gergovie. Il apprend que durant son absence, le camp a été attaqué. Les Éduins qui ne sont pas au courant des dernières nouvelles, massacrent les Romains à Gergovie.
Les soldats éduins apprennent que les Éduins sont sous le pouvoir de César. Ils ne savent plus quoi faire entre continuer de faire la guerre ou se ranger auprès de César, qui promet d'être clément. César pense à quitter Gergovie, car il craint d'être entouré de peuples gaulois. César veut prendre une colline, afin d'empêcher l'ennemi de se ravitailler. César envoie un premier groupe composé de muletiers déguisés en cavaliers. Il fait passer ses soldats du grand camp au petit camp en passant par le fossé. Il prépare une attaque par surprise. Il lance l'assaut. Les Romains parviennent à prendre 3 camps. Contrairement aux ordres, des soldats romains s'aventurent jusqu'aux portes de la cité. Les Gaulois de la ville sont pris de panique. Des soldats franchissent les remparts. Des Gaulois sont avertis par des cris provenant de la ville et viennent sur place. Les Romains sont dans une position défavorable et sont moins nombreux que l'ennemi. César envoie des hommes supplémentaires. Les soldats romains pensent que les Éduins qui les ont rejoints font partie du clan ennemi. Nous apprenons les pertes des centurions Lucius Fabius et Marcus Petronius. Le clan romain perd beaucoup d'hommes. César fait des reproches à son armée qui est allée trop loin sans ses ordres. Il pense qu'il en a assez fait pour abattre la Jactance gauloise et il part chez les Éduins. Les Éduins Viridomaros et Eporedorix préviennent César que l'Itavicos est en train de soulever les Éduins. Noviodunum est une ville des Éduins dans laquelle César a placé tous les otages de la Gaule, ainsi que des richesses. L'Itavicos se trouve à Bibracte. Des Gaulois construisent avec Vercingétorix une alliance. Ils brûlent Noviodunum après s'en être partagé le butin. Ils veulent pousser les Romains à la disette et les bloquer grâce à la crue du fleuve. César ne souhaite pas aller en province et fait marcher rapidement ses troupes. Il se ravitaille, puis part chez les Sénons. Labienus laisse des troupes et les bagages à Agédincum. Il se dirige vers Lutèce. Le commandement de la ville est confié à Camulogène, qui compte interdire le passage aux Romains. Grâce à des embarcations, Labienus et ses soldats parviennent à Metlosédum. Ils prennent cette ville, puis se dirigent vers Lutèce. L'ennemi incendie Lutèce et coupe les ponts. Apprenant la trahison des Éduins, à qui les Bellovaques peuvent se rallier, Labienus préfère renoncer à prendre Lutèce et décide de revenir à Agédincum. Labienus divise son armée en 3 et s'éloigne avec plusieurs de ses cohortes en remontant le fleuve. L'ennemi est au courant de ce qu'il se passe et divise les troupes en 3 parties. L'une reste face au camp, l'autre se dirige vers Metlosédum, et la dernière vers Labienus. Les Romains franchissent le fleuve. Il y a un combat. Les Gaulois sont massacrés, et Camulogène est tué. Labienus retourne à Agédincum, puis retrouve César. Les Éduins gagnent des cités. Lors d'une assemblée générale de la Gaule à Bibracte, Vercingétorix obtient le commandement suprême. Vercingétorix prépare ses troupes. Il commande aux frères d'Eporedorix d'attaquer les Allobroges. Il lance les Gabales et les tribus arvernes contre les Elviens. Il envoie les Rutènes et les Cadures cravager le pays des Volsques arécomiques. César renforce lui aussi son armée. César se rend chez les Sécanes. Vercingétorix dit qu'il faut attaquer les Romains, tandis qu'ils sont en marche. Ce plan prend par surprise les Romains. Cependant, l'arrivée des Germains fait fuir les Gaulois. Vercingétorix se dirige vers Alésia. César le suit. Pour prendre la ville située en haut d'une colline, il faut faire un siège. Un combat de cavalerie s'engage. Les Romains ont le dessus grâce aux Germains. Vercingétorix envoie ses cavaliers chercher les hommes en âge de porter les armes. Il n'a qu'un mois de blé qu'il rationne. César fait creuser des fossés et fait effectuer divers travaux afin de protéger son camp. Car des Gaulois détruisent les travaux, César voit la nécessité d'en faire davantage pour mieux se protéger. César fait construire une fortification pour se protéger des attaques extérieures. Les Gaulois décident qu'il ne faut pas demander des hommes en état de porter les armes, mais qu'il faut réclamer à chaque cité un contingent déterminé. Ils demandent à chaque peuple de donner tel nombre d'hommes. Les nouvelles troupes levées se dirigent vers Alésia. Les assiégés ne sont pas au courant des dernières nouvelles, et n'ont plus de blé. Certains veulent se rendre, les autres veulent faire une sortie. Critoniatos fait un discours en faveur d'une sortie. Les Mandubiens sortent de la ville et demandent aux Romains d'être leurs esclaves contre de la nourriture. Ils ne sont pas reçus. Commios et la nouvelle armée arrivent à Alésia au grand soulagement des assiégés. Le combat débute. La victoire est indécise, mais l'arrivée des Germains met en fuite les Gaulois. Les Gaulois construisent des passerelles, des échelles et des harpons. De nuit, ils lancent une attaque. Les morts sont nombreux dans les 2 camps. Au petit matin, ayant subi de lourdes pertes, les Gaulois décident de se retirer. Vercassivelonos mène des troupes gauloises contre le camp de Caius Antistus Reginus et de Caius Caninus Rebilus. Les Gaulois se battent dans plusieurs endroits à la fois, ce qui fragilise l'armée romaine. Cette bataille est très importante pour les Gaulois. S'ils ne la gagnent pas, ils seront perdus. Elle est également importante pour les Romains qui y voient la fin de toute leur misère. Les Romains sont en train de perdre. César envoie Labienus avec 6 cohortes. Les Gaulois parviennent à atteindre la palissade et le parapet. César envoie d'autres troupes fraîches sur le terrain. Labienus parvient à rassembler des cohortes des postes voisins. Le combat est difficile et long, mais les Romains parviennent à avoir le dessus.
Vercingétorix laisse le choix à l'Assemblée de le livrer vivant ou vif à César. Il est livré à César, ainsi que d'autres chefs et les armes. César part de chez les Éduins et envoie ses légions prendre leur quartier d'hiver dans différents endroits. César hiverne à Bibracte. C'est un autre narrateur nommé Olusirtuse qui continue de nous raconter l'histoire. Bien qu'il n'ait pas envie d'accomplir ce travail difficile, il s'y soumet, afin de ne pas passer pour un paresseux. Les Gaulois complotent de nouveau pour la guerre. Ils ont remarqué que s'ils attaquaient une armée romaine dispersée, ils avaient des chances d'être les vainqueurs. César quitte Bibracte afin de se rendre chez les Bituriges. L'arrivée des soldats romains étonne les habitants qui ne sont pas préparés et sont dispersés. César n'a donné aucun signe annonciateur de sa venue. Les Bituriges se soumettent et donnent des otages. César offre comme récompense des sesterces à son armée, car ses hommes ont opéré en hiver. Il retourne à Bibracte. Les Bituriges se plaignent à César, que les Carnutes leur ont déclaré la guerre. César se rend chez les Carnutes. À l'arrivée de César, les Carnutes s'en vont. Certains se rendent chez d'autres peuples, et d'autres sont tués. César place Caius Trebonius à Cénabum. Il apprend que les Bellovaques veulent attaquer les Suétions et place Caius Fabius chez les Suétions. César marche contre les Bellovaques. Il apprend que les Bellovaques se sont réunis avec les Ambiens, les Olerques, les Calètes, les Véliocas et les Atrébates et qu'ils sont dirigés par Coréos. Les ennemis se trouvent dans un bois entouré de marais. Si les Romains sont peu nombreux, les Bellovaques veulent les attaquer. S'ils sont trop nombreux, ils protégeront leur position. César décide d'attaquer le plus tôt possible. César installe son camp en face de celui de l'ennemi. Il met en place des constructions pour protéger son camp. Commios fait venir des soldats germains. Se rendant compte de la position avantageuse de l'ennemi, César fait venir d'autres hommes à son armée. Les Bellovaques tendent un piège à des cavaliers rèmes. En poursuivant des cavaliers gaulois peu nombreux, les rèmes se retrouvent entourés par des fantassins. Les rèmes perdent Vertiscos qui commandait la cavalerie. Aidé des Germains, César parvient à faire fuir l'ennemi à différents endroits. César reçoit des légions supplémentaires. Il parvient à faire passer le marais à ses hommes grâce à des passerelles, et à les placer sur un plateau. Les Bellovaques allument des bottes de paille et des fascines, afin de s'enfuir sans être vus. César lance ses soldats contre le camp ennemi, même s'il craint qu'il s'agisse d'un piège. Les Bellovaques se placent sur une position très forte. Les Bellovaques attaquent les Romains quand ils vont au fourrage. César apprend que Coréos a monté un plan, afin de prendre en embuscade des soldats romains. César fait partir le groupe qui devait s'en aller, mais en le gonflant de soldats, et en l'armant. Le combat commence avec peu d'hommes du côté des Romains et des Bellovaques. Peu à peu tous les hommes des deux clans sortent et se battent. Les Bellovaques fuient et sont tués. Coréos qui continue le combat est tué. César marche contre le camp des Bellovaques. La nouvelle de la défaite fait que les Bellovaques pensent à envoyer à César députés et otages. Les Bellovaques demandent à César de ne pas leur faire subir de châtiment. César accepte. Les Bellovaques et d'autres peuples préparent des otages, afin de les envoyer à César. Ce dernier envoie Caius Volusenus Quadratus, et des centurions auprès de Commios pour une entrevue, mais en réalité pour le tuer. Caius Volusenus Quadratus donne un coup d'épée à la tête de Commios, mais ne le tue pas. César répartit ses hommes dans différentes régions de la Gaule. Il part pour le pays d'Ambiorix, dans le but de le transformer en un désert. César sème la désolation au pays d'Ambiorix et envoie Labienus chez les Trévires. Le légat Caius Caninus se dirige vers la ville de Lémonum après avoir appris que des ennemis se sont rassemblés chez les Pictons. Il apprend que Duratios est assiégé par des dômes conduits par Dumnacos. Ce dernier tente d'attaquer le camp romain, puis assiège de nouveau Lémonum. Caius Fabius vient prêter main forte à Duratios. Dumnacos décide de se retirer. Il veut faire passer la Loire à ses hommes. Fabius lance ses hommes contre Dumnacos et ses soldats, dont beaucoup sont tués. Fabius envoie sa cavalerie contre l'ennemi. Le combat dure un certain temps. Dumnacos place ses hommes de façon à protéger les cavaliers, mais l'arrivée des légions en rang serré fait fuir l'ennemi qui se fait massacrer. Le légat Caninus poursuit Drapès et Lucterios, qui ont réuni des hommes, et marche sur la province. Caius Fabius se rend chez les Carnutes, et chez d'autres peuples, car il craint que Dumnacos ne les soulève. Les Carnutes et les autres peuples se soumettent, et lui donnent des otages. Dumnacos trouve refuge dans une partie retirée de la Gaule. Drapès et Lucterios s'installent chez les Cadures Kelxélodunum. Caius Caninus se rend compte que la ville est difficile à prendre. Il sépare son armée en 3 camps et fait construire un retranchement autour de la ville. Lucterios fait faire des réserves de blé à la ville. Drapès et Lucterios s'établissent à 10 000 de l'endroit. Lucterios veut faire transiter du blé la nuit à travers un bois. Des veilleurs les surprennent, et l'ennemi est attaqué. Lucterios parvient à s'enfuir. Caninus veut attaquer le camp de Drapès. Le camp est attaqué, les ennemis sont tués, et Drapès est fait prisonnier. Caninus retourne assiéger Uxellodunum. Caius Fabius le rejoint avec ses troupes.
César laisse Marcus Antonius chez les Bellovaques. Il se rend chez les Carnutes. Gutuate lui est livré. Il sera frappé avant d'être achevé. Caninius apprend à César la résistance des habitants du Xélodunum. César va rejoindre Caninius. César empêche les habitants d'accéder à la rivière. Il empêche également l'accès à une source. Les assiégés brûlent les constructions des Romains. Un combat s'engage. En faisant croire que les Romains occupent les remparts, César parvient à faire reculer les assiégés. César fait tarir la source. Les assiégés se rendent. César décide de châtier ce peuple, afin de fournir un exemple aux autres Gaulois. Ceux qui ont porté les armes ont leurs mains coupées. Grapès se laisse mourir de faim. Luctérios est trahi par Epasnactos, qui l'amène à César. Labienus fait un massacre chez les Trévires, et capture les Duinsuros. César se rend en Aquitaine, car Publius Crassus n'y a remporté qu'une victoire partielle. Rapidement les cités lui envoient députés et otages. Il répartit ses troupes pour les quartiers d'hiver. César hiverne à Némétocéna. Commios l'Atrébat est à l'origine de troubles et de brigandages. Antoine envoie Caius Volusenus Quadratus contre Commios. Se déroule un combat durant lequel Volusenus est blessé par Commios. Plusieurs hommes de Commios sont tués. Commios envoie des otages contre certaines faveurs telles que le fait de ne pas paraître devant un Romain. César hiverne chez les Belges, afin de les maintenir dans l'alliance. César rentre en Italie pour des raisons politiques. Il n'y a pas que des amis. César est accueilli chaleureusement par le peuple romain. César passe son armée en revue à Némétocéna. Il apprend que quelques-uns veulent par le biais du Sénat le dépouiller d'une partie de son armée. Caius Curion propose que César soit dépouillé de son armée en même temps que Pompée. Les amis de Pompée sont contre. Marcus Marcellus avait essayé de faire tomber César en se servant du Sénat, mais il a connu un échec. Un Senatus consulte a demandé à Pompée et à César de donner chacun une légion pour la guerre des Parthes. Cnaeus Pompée donne une légion qu'il avait auparavant donnée à César. De son côté, César donne une légion. César apprend que Pompée a recueilli les 2 légions, qui devaient servir à la guerre des Parthes. L'ouvrage est divisé en 8 parties appelées livres. Chaque livre correspond à une année entre 58 avant Jésus-Christ et 51 avant Jésus-Christ. Les 7 premiers livres sont écrits par Jules César, qui arrête d'écrire après sa victoire d'Aleusia. Le dernier est écrit par Lucirtius, qui a eu la difficile tâche de continuer un livre sans faire d'écart de style. Les livres sont placés de manière chronologique. Un livre correspond peu, ou prou à une année. Les actions dans chaque livre se déroulent souvent de manière identique. Typiquement, César et son armée sortent d'hivernation, et soit la Gaule est attaquée, soit il y a des conflits à l'intérieur de la Gaule, soit des peuples gaulois ont manqué de respect vis-à-vis de l'Empire romain. César et son armée se déplacent, se battent et souvent gagnent. La paix revient en Gaule et César, et son armée prennent leur quartier d'hiver. Ce livre est très centré sur la Gaule, mais montre très peu ceux qui se passent en arrière-plan tels que par exemple, la mort de Julia. César s'exprime à la 3e personne du singulier. Dans le texte traduit, nous trouvons tout de même quelques jeux. Quelques passages mis entre guillemets essaient de retranscrire des paroles. Le style simple et concis du texte provient du fait que le livre est un commentarius qui est un recueil de notes brutes. Les dates de publication des livres sont soumises à débat. Certains pensent à une publication unique après la défaite de Vercingétorix, d'autres à des lettres parues séparément, et d'autres encore à une publication en 2 ou 3 fois. L'ensemble de textes ont été rassemblés en 3 mois après la reddition d'Alésia vers 52-51 avant Jésus-Christ. Le but de ce livre est écrit dans livre 8. Il s'agit de fournir des documents aux historiens sur des événements si considérables. C'est l'objectif affiché, mais c'est avant tout un outil de propagande. Le livre est écrit du seul point de vue de César, qui à cette époque était proconsul. Comme le dit l'expression, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Nous pouvons prendre 2 positions, soit croire l'auteur sur parole, soit remettre en cause ses écrits. 2 opinions coexistent. La première énonce que César se met en valeur, et dénigre autrui pour se valoriser. La seconde met en avant que César n'a pas pu s'éloigner trop loin de la réalité à cause des sources d'information, dont des hommes qui l'ont suivi lors de ses campagnes. César a une attitude paternaliste. Il semble être un père et les peuples gaulois des enfants, qui se chamaillent et ont besoin d'une autorité, pour être dirigés convenablement. Puisque le livre est raconté du point de vue de César, tout semble normal. Il justifie toutes ses actions, qui semblent aller de soi. Ces explications peuvent ne pas toujours correspondre à la réalité. Ainsi, dans le livre 1, il justifie sa présence en Gaule, par le fait que les Helvètes cherchent à envahir la Gaule. Il est possible que les Helvètes soient entrés en Gaule, afin de repousser les Germains. Le prétexte de l'invasion des Helvètes aurait pu servir à César, afin de mettre un pied en Gaule. Les buts vraisemblables de César étaient de rembourser ses dettes, de faire une carrière politique, et d'au moins égaler la victoire de Pompée en Orient. Dans le livre 6,
il est dit que les Gaulois pratiquent l'apprentissage du par cœur, que la religion n'est pas confiée à l'écriture, et que les comptes privés et publics sont écrits en grec. Le but est d'endiguer la divulgation et de faire travailler la mémoire. Malheureusement, ce système ne permet pas de sauvegarder son savoir, ses mœurs et son histoire, car dès que les peuples ont disparu, il ne reste plus rien. César a au contraire laissé des traces écrites, qui ont pu traverser les siècles, et venir jusqu'à nous. N'ayant que le point de vue du vainqueur, et non du vaincu, il est difficile d'établir la vérité. À travers cet ouvrage, César véhicule une image positive de lui-même. Tout d'abord, César paraît être un homme bon envers ses troupes. Cela se voit lorsqu'il souhaite terminer le siège d'Avaricum, car son armée connaît la disette. César paraît être aimé de son armée, puisqu'elle refuse l'offre de César, et veut rester pour combattre l'ennemi. César paraît ensuite bon envers les peuples amis de Rome. En effet, quand ces peuples lui demandent de l'aide, César vient les aider. Les titres et avantages donnés serviront par ailleurs à faire du chantage auprès de ceux qui ne se soumettent pas à lui. Et enfin, César est bon, car il peut pardonner à ses adversaires. César sait mettre en avant les qualités de son armée, mais sait mettre en avant les inventions du camp adverse. Cependant, plusieurs points montrent que César n'est pas si bon que cela. On ne peut pas ne pas voir qu'il s'agit d'un homme qui cherche à élargir le territoire romain en s'imposant en Gaule, mais aussi en Belgique, en Germanie et en Grande-Bretagne. César se donne des droits qu'il ne donne pas à autrui. Ainsi Arioviste lui fera remarquer qu'il n'a pas à lui interdire de récupérer le butin auquel il a le droit après avoir gagné un combat. César est un homme qui provoque des massacres et des incendies, qui pille les denrées et les bêtes, fait des ventes à l'encan, et demande tout le temps des otages, que le peuple en question lui ait fait la guerre ou non. Transparaît le sort difficile des populations qui peuvent être pris en otage, se faire voler son blé, son cheptel, voire sa propriété incendiée. Selon Plutarque, César aurait tué environ 1 million de personnes, et aurait fait autant de prisonniers. La Gaule comptait alors entre 5 et 10 millions d'âmes. En plus d'être prisonnières des décisions de l'Empire romain, les populations sont prisonnières des décisions de leurs chefs. César peut se montrer cruel par exemple en coupant les mains des combattants du Xélodunum, en transformant une forêt en clairière, après que l'armée romaine ait été attaquée, en suppliciant Gutuate et Acco, et en gardant une haine contre Ambiorix, qui a toujours réussi à lui échapper. César masque ses faiblesses. Lorsque les actions tournent en sa défaveur, il place des paragraphes contenant des remarques ethnographiques à des moments inappropriés. Il noie le poisson auprès des lecteurs. Les remarques ethnographiques concernant les Gaulois et les Germains sont placées lors de sa campagne en Germanie, qui est étrangement écourtée. Les remarques ethnographiques concernant les Bretons sont placées lors de sa campagne en Bretagne, alors que ses troupes éprouvent des difficultés. Des défaites sont à peine esquissées, et il se trouve de bonnes excuses pour partir d'un territoire sans en avoir été vainqueur. Alors qu'ils renoncent à poursuivre les Nerviens, lorsqu'ils entrent dans une forêt, dans un combat ultérieur, il est dit que l'armée romaine a anéanti l'ennemi dans une forêt de Bretagne. Il se peut que César ait gonflé les chiffres de ses soldats, ainsi que ceux des armées adverses. Combattre et vaincre une armée nombreuse est une cause de la gloire. César souligne les difficultés que connaît son armée, mais il ne parle pas de celles des autres. Ainsi il parle de la difficulté de se battre en hiver pour ses soldats, mais l'armée adverse doit, elle aussi, souffrir du froid. Les débuts de guerre n'ont peut-être pas les causes qu'il leur a données. Quelquefois, il utilise des prétextes légers pour faire la guerre. Tandis que César est en Gaule, il n'est pas à Rome. Il soigne sa gloire militaire, mais ne s'occupe pas assez du reste. Les différends avec Pompée commencent à se dessiner. Une guerre civile romaine se déroulera entre 49 et 45 avant Jésus-Christ. César mourra en 44 avant Jésus-Christ, suite à une conspiration de sénateurs dirigée par Brutus et Cassius. César qualifie négativement les Gaulois qui selon lui est un peuple qui croit et crée des rumeurs, est un peuple belliqueux, qui devient mou une fois battu, et qui fait d'une défaite une généralité, et est un peuple qui retourne fréquemment sa veste, et sur lequel on ne peut pas compter. Les peuples gaulois sont décrits comme se soumettant, dès que César est là, mais complotant dès que César est parti. Selon César, l'enrichissement des Gaulois, notamment dû aux Romains, a fait perdre de la vigueur aux Gaulois qui sont devenus militairement moins forts que les Germains. Au contraire, César met en avant les peuples qui lui opposent aucune ou une faible résistance. Les problèmes de l'armée romaine interviennent souvent en l'absence de César, car les hommes placés à la tête du camp prennent de mauvaises décisions. Dès que César tente de remédier à leurs problèmes, il obtient le succès. L'armée romaine a 2 choix devant elle. Elle peut rester unie. Dans ce cas, elle est forte, mais elle ne peut pas être partout sur le territoire, et empêcher un peuple de se rebeller, et d'entraîner avec lui d'autres peuples. L'armée romaine peut être divisée en différents groupes sur le territoire. Dans ce cas, elle peut maîtriser les peuples de différentes régions de la Gaule. César peut disperser son armée dans divers endroits, car il a des hommes, à qui il peut confier une ou plusieurs légions.
Cependant, les camps contiennent moins de soldats et sont facilement attaquables ou assiégeables, comme cela a été le cas lors de l'attaque du camp dirigé par Titurus Sabinus et par Cotta. Par ailleurs, les Gaulois attendent souvent que les soldats romains sortent du camp, car lorsqu'ils sont en petits clans, il est aisé de les attaquer et d'avoir le dessus. L'armée romaine est forte que lorsqu'elle est unie. Lorsque l'armée romaine est en train de perdre, César y adjoint une autre légion ou fait appel à une armée étrangère, ce qui fait qu'il gagne le combat. Il est bien clair que la Gaule souffre de problèmes. Le territoire, en plus d'être constitué de 3 blocs, est peuplé de nombreux peuples. Certains sont alliés à Rome, tandis que d'autres se défendent. D'autres encore changent de position en cours de route. Une victoire gauloise pousse d'autres peuples à se révolter. Face à cette multitude de peuples, nous avons une armée romaine unie. De plus, les peuples gaulois sont en conflit entre eux, la divergence établie même au sein d'un peuple ou d'un village. L'unification par Vercingétorix intervient trop tardivement. Les Gaulois ont pourtant des avantages. Tout d'abord, ils sont chez eux, ce qui implique qu'ils n'ont pas de déplacement à effectuer et qu'ils connaissent les lieux. Ils ont une nature qui les protège, telles que les collines, les montagnes, les forêts ou encore les marais. L'ensemble de la Gaule est divisé en 3 parties. L'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par le peuple qui, dans sa langue, se nomme Celte, et, dans la nôtre, Gaulois. Tous ces peuples diffèrent entre eux par le langage, les coutumes, les lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine. Les plus braves de ces 3 peuples sont les Belges, parce qu'ils sont les plus éloignés de la province romaine et des raffinements de sa civilisation, parce que les marchands y vont très rarement, et, par conséquent, n'y introduisent pas, ce qui est propre à amollir les cœurs. Enfin, parce qu'ils sont les plus voisins des Germains qui habitent sur l'autre rive du Rhin, et avec qui ils sont continuellement en guerre. C'est pour la même raison que les Helvètes aussi surpassent en valeur guerrière les autres Gaulois. Des combats presque quotidiens les mettent aux prises avec les Germains, soit qu'ils leur interdisent l'accès de leur territoire, soit qu'ils les attaquent chez eux. La partie de la Gaule qu'occupent, comme nous l'avons dit, les Gaulois commence au Rhône, est bornée par la Garonne, l'océan et la frontière de Belgique. Elle touche aussi au Rhin du côté des Sécanes et des Helvètes. Elle est orientée vers le nord. La Belgique commence où finit la Gaule. Elle va jusqu'au cours inférieur du Rhin. Elle regarde vers le nord et vers l'est. L'Aquitaine s'étend de la Garonne aux Pyrénées et à la partie de l'océan qui baigne l'Espagne. Elle est tournée vers le nord-ouest.